Je finis ma tartine et j'arrive. Ça pue sa mère. C'est bon. Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette... Oh attends, j'ai pas fait le clap. Bien le bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo lecture partie 2. Je vous ai expliqué que j'avais lu 1 million de trucs. Du coup on fait 2 vidéos, c'est plus simple, c'est plus sympa. Comme ça je peux parler en long, en large, en travers, dans tous les sens, monosourcilière, unijambiste, des comics que j'ai lus, parce que une review bâclée, à quoi ça sert? À rien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu plus de VF que la semaine dernière, peut-être un peu moins de VO. Je pense que dans ce sens-là, c'est plus approprié. Il y a des gros trucs, un gros pavé surtout, par lequel on va commencer, tout de suite, sans plus tarder, American Vampire, l'intégrale tome 2. Alors, American Vampire, c'est une série que j'ai découvert avec cette édition-là, ce format-là. J'avais pas pris avant, tout simplement parce que je sais pas, je m'étais pas intéressé. Et avec les intégrales, c'était un format beaucoup plus simple de découvrir la série, et je me suis dit, allez, let's go, c'est le moment. Vous ferez votre déduction parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois. La série American Vampire classique est scénarisée par Scott Snyder. Je n'irai pas plus loin. L'intégrale 1, comment vous dire, je l'ai surkiffé. On va parler rapidement de la 1 quand même, parce qu'on peut pas y échapper. Dans la 1, en fait, on suit la création des vampires américains. Parce que la légende des vampires, à l'origine, vient de Roumanie, tout ça, là-bas. Tu suis tout simplement le trajet des vampires roumains. Les Roumains, tout ça. Tu suis le trajet des vampires roumains en Amérique. Et comment tu as une nouvelle branche de vampires qui se crée. Les vampires américains, t'as un nom latin à coucher d'or, on s'en fout. Qui est le premier vampire américain qui s'est fait contaminer le premier. Et comment ensuite l'espèce va perdurer. La vocation d'American Vampire, c'est ça. Donc moi, le concept, juste l'idée du truc, je la trouve incroyablement cool. Donc je vais parler pour la série principale. Je vous expliquerai un peu après comment les bouquins sont décomposés. Dans la série principale, American Vampire classique, tu suis l'histoire de Skinner Sweet, qui est un cow-boy, qui combat pendant la guerre de sécession et tout, qui se fait contaminer, en fait, qui devient le premier vampire américain, et tu vas le suivre, et c'est ça qui est super cool, tu vas le suivre à travers les âges. Donc tu le suis à l'époque en 1800 et quelques pendant la ruée vers l'or, tout ça. Et ensuite tu vas le suivre, tu vas avancer dans les époques avec lui. C'est pour ça que, si tu le vois sur la couverture, t'as des dates. Donc là, ça va de 1936 à 1943. Les bouquins sont décomposés d'une manière assez tricky. Je sais que des gens n'aiment pas la nouvelle composition. Moi, j'adore. En tout cas, j'ai vachement plus aimé dans la première intégrale que celle-là. C'est par ordre chronologique. Parce que t'as différentes séries American Vampire. Tu as la classique, tu as American Vampire Legacy, et il y en a une troisième, je crois, American Vampire Anthology. Dans la première intégrale, c'était cool parce que, si tu veux, t'avais l'histoire principale, avec des personnages principaux que tu suivais. Et j'adorais la décomposition parce que, entre temps, des fois, t'avais des petites histoires qui se passaient à la même époque, et tu voyais comment les vampires se répartissaient dans d'autres parties du monde. Tu voyais en Chine, après tu voyais dans les pays nordiques, et tu voyais comment la race des vampires s'étendait, tout simplement. Sur cette intégrale, j'ai moins aimé que la première, et j'ai plus de réserves. Déjà, pour parler purement de la série principale American Vampire, je pense que déjà j'ai fait l'erreur d'avoir eu un gros laps entre la période où j'ai lu la première et la deuxième, ce qui fait que j'ai oublié pas mal de choses. C'est extrêmement intriqué, c'est très lié, donc si tu oublies des trucs, tu vas être un peu à côté de la plaque comme je l'ai été au début. Notamment parce que y a un gros changement de personnage principal. Tu passes de Skinner Sweet dans la toute première, le personnage est trop cool, à une femme. Je vous explique pas pourquoi, vous le découvrirez si vous lisez. Alors déjà, j'étais pas prêt parce que j'aimais trop Skinner, et aussi, j'ai trouvé son histoire vachement moins intéressante. Autant Skinner, c'était plus, c'est le mec à la dure, c'est le premier de son espèce. Et tu vois comment il vit seul contre tous dans un monde qui comprend pas ce qu'il est. Je vais devoir y passer timecode pour le spoiler si vous voulez pas. Donc la fille en question, c'est la deuxième vampire d'Amérique. C'est une femme que Skinner a contaminée, du coup c'est la deuxième vampire. Et elle, c'est l'inverse en fait. Tu vois comment... En fait, elle essaye de vivre une vie normale, une vie de couple. Elle ne vieillit pas, alors que son mari, elle l'aime profondément, sauf que lui, il vieillit. Et t'as toute cette relation entre je suis vampire, mais j'essaie d'avoir une vie normale, est-ce que c'est possible? Qui personnellement, moi, m'a un peu, pas gonflé, mais c'était un peu trop à l'eau de rose pour moi. Ça manquait un peu de sang et de chicane comme il y avait dans la première. Me jugez pas, ok? Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, le découpage. Donc faut savoir que dans cette intégrale 2, c'est chronologique. Tu commences par American Vampire 6 à 9, t'enchaînes avec Anthologie 2, tu reprends 10, 11, Anthologie 1, Anthologie 1. Le problème, c'est qu'avec la série classique, ils n'ont pas chapitré les numéros. À partir de 1936, American Vampire 6 à 9, tu te retrouves avec plus de 100 pages, donc 4 issues, quoi, sans chapitrage. Donc mec, tu respires pas, c'est un enfer. T'es tout le temps après lire, à lire, et t'as jamais la fin. Surtout que l'histoire me passionnait moins. Oh putain, j'ai trouvé le temps long. Oh là là. Surtout que c'est une série qui, je pense, fonctionne beaucoup avec le fanservice des époques. J'adore le western. Du coup, l'intégrale 1, c'était de l'eau. Là, c'est les années 30. C'est vachement moins mon kiff. Du coup, le fanservice de l'époque dans laquelle t'es, même ça allait pas. Donc, j'ai vraiment pas passé un bon moment au début de l'intégrale, je vous cache pas. Ah bah oui, faut que je parle de ça aussi. Ce qu'il faut que je note aussi, c'est à quel point les épisodes de American Vampire Anthology ne se valent pas. Le premier chronologiquement que tu as, c'est le numéro 2. Me demandez pas pourquoi, c'est chronologique. Et le 2...
il y a Skinner dedans, donc ça va. Sauf que ensuite t'enchaînes avec le premier. Et le premier, perso, je me suis fait un peu chier, quoi. Bon, si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, je vous ai parlé pour le deuxième bouquin, que j'adorais les dystopies avec les nazis. Je trouve que c'est un sujet, tu peux faire tellement de trucs avec. Et American Vampire, évidemment, s'en sont servis pour faire un truc excellent, mais putain, tellement court, beaucoup trop court. Aussi, rien à voir, je viens de remarquer qu'ils mettent des numéros de page pour te repérer sur les épisodes différents, sauf que les numéros de page sont marqués nulle part, sur les planches. Donc ça ne sert à rien. Donc ça fait 15 minutes que je cherche une page comme un con. Parce qu'ils utilisent l'histoire des nazis dans Legacy, dans les 5 premiers numéros de American Vampire Legacy. Je suis frustré à quel point j'ai eu l'impression que ça a été expédié. Donc j'ai vraiment un avis très divisé sur cette intégrale. Moi je kiffe la chronologie, je sais pas vous, je sais que beaucoup de gens s'en sont plaints. Je trouve que le fait que ça soit chronologique, tu te prends moins la tête avec les séries. Je comprends que certains veulent lire que la série normale et tout, mais il faut prendre les autres comme un complément en fait. Parce qu'en fait, je me mets à la place du moment où les dernières séries sont parues, donc en décalé, et t'as les autres séries qui sont sorties avant, et fallait les replacer dans leur contexte entre plein d'autres numéros, tu vois, comme ils ont fait là, et je me dis que à l'époque de la publication, ça devait être très chiant. Que là, Urban nous a mâché le travail, c'est cool, j'aime bien. Donc globalement, pour moi, cette intégrale, à mon sens, c'est mon avis, elle est clairement en dessous de la première pour des raisons qui me sont propres, et aussi pour des raisons que je trouve un peu objectives, genre le découpage. Mais sinon, globalement, c'est une très bonne série. C'est juste que, ouais, j'ai passé un moment très bizarre devant. Ok les mecs, on enchaîne avec le gros morceau. Connaissez-vous alors un petit scénariste qui perce en ce moment, Donny Cates? Vous connaissez ou pas? Parce que oui, il est temps d'en parler. Le run de Venom, de Donny Cates et de Ryan Stegman. Quelle baffe. Je pense que j'apprécie d'autant plus cette série parce que depuis quelques temps, j'ai accepté le chaos de la continuité des Big Two. Le fait que tu ne pourras jamais prendre un train arrêté, que tu seras forcé de le prendre en marche. Et je l'ai accepté seulement maintenant, en tout cas je l'ai digéré, on va dire. Et du coup, cette série a été là pile au moment où il fallait parce que c'est un départ assez doux pour Venom. Et un départ qui est excellent. C'est le début d'une très longue mythologie avec Donny Cates, puisqu'il est en train de construire un truc de taré avec Venom. Et tout le monde s'accorde pour dire que c'est incroyable, génial, tout ce que vous voulez. Donc franchement, jetez-y un œil. On va avoir 3 tomes, comme ça en 100% chez Panini. Le tome 3 vient de sortir actuellement. Je vous parle rapidement du contexte et ensuite on va parler purement de ces deux bouquins-là. Va faire suite à ça l'événement Absolute Carnage qui va sortir, je crois, au mois de juin en France. À voir sur les éditions, ça va sortir en Absolute. Donc, j'espérais qu'ils le sortent en 100%, au moins la série classique. Parce qu'il y a 1 milliard de one-shot avec, donc faudra voir les choix d'édition qu'ils vont faire. Si ça sort qu'en absolute, ça va être un enfer. Par contre, ils sortent un absolute carnage. Absolute carnage. Enfin bref, ensuite t'as la série Venom qui continue, pour finir sur l'événement King in Black, qui est le feu d'artifice, la cerise sur la pièce montée. Faut savoir que j'ai relativement lu peu de Venom dans ma vie, parce que j'ai lu très peu de Marvel parce que ça ne m'intéressait pas. Mes objectifs de lecture de l'année font que je m'y intéresse encore plus et que j'achète limite beaucoup plus de Marvel, de Panini que d'Urban et de DC maintenant. Donc c'est cool. Autant vous dire que j'ai pris une claque monumentale avec le tome 1. Le tome 2 est beaucoup plus calme, on en parlera. Mais le tome 1, je crois en avoir parlé déjà dans une vidéo lecture, mais là, vu que j'ai le contexte avec le 2, dans le tome 1 on retrouve un Eddie Brock torturé, qui a des gros problèmes de... ça fait un peu bizarre, mais des problèmes de relation avec son symbiote. Il se drogue pour étouffer la voix de Venom. Et en fait, depuis quelques temps, Venom réagit bizarrement. Notamment avec cette page qui a fait le buzz international et qui montre le talent inégalable de Ryan Stegman. Cette page-ci, qui est totalement folle. Le gros de ce tome-là va être un travail d'enquête, si tu veux, où Eddie Brock va essayer de savoir pourquoi il fait ça, qu'est-ce qui se passe. Spoiler encore une fois, mais je pense que vous devez savoir, c'est difficile de passer à côté. La raison est que le dieu des symbiotes arrive, Knull, prononcez comme vous voulez, et qu'en fait, Venom et tous les symbiotes présents encore sur Terre réagissaient à sa venue. Donny Cates est en train d'écrire le passé de Venom, des origines extrêmement profondes, qui sont démentielles. J'aurais jamais pensé, tu vois, en imaginant des grosses origines de personnages, qu'ils en feraient un truc aussi énorme. Parce que là, ça renvoie direct à l'univers cosmique, ça renvoie à la création de l'univers, enfin... Et ce tome est dingue, quoi. J'arrive jamais à trouver les mots pour ça, tellement ça prend la tête, en fait. Il y a trop de choses à penser, et c'est trop... En fait, c'est juste trop bien. Mon gros conseil, bah, c'est lisez-le, de toute façon, voilà. Et ce qui est cool, c'est que c'est un départ que les nouveaux lecteurs de Venom pourront accrocher. Même si, comme toujours, notamment dans le tome 2, ça appelle à d'anciens épisodes de Venom et tout, mais si vous prenez pas trop la tête et que vous posez pas trop de questions, ça passera nickel. D'ailleurs, je précise, je vous l'annonce tout de suite, ce tome 1-là sera disponible dans une OP que Panini va faire au printemps, j'ai plus le mois, je crois que c'est au mois de mai, où il y aura 10 titres à 6€, 5,90€, et le tome 1 sera dedans. Donc profitez-en si vous voulez commencer, c'est pas cher pour ce que c'est. Voilà le monsieur Knull en question, il te le présente comme le mal alpha. Et il y a tellement un renversement
de puissance avec Venom. Parce que si tu veux, Venom a toujours été présenté comme un giga antagoniste de Spider-Man, ultra testostéroné, le mec c'est Batista. Il a toujours été un peu présenté comme le boss final du game. Et là, tu vois débarquer ce mec, et Venom il est totalement soumis, mais c'est pas une soumission parce qu'il reconnaît intrinsèquement qu'il est plus fort que lui. C'est une soumission animale, comme il le dit Eddie Brock dans les dialogues, et comme Donny Cates l'a écrit, il se soumet au mal alpha. C'est vraiment le chef de la meute, c'est la tête de la table, c'est le mec. Naturellement, tu te soumets, tu ne penses même pas le défier tellement il peut t'annihiler. Et en fait, t'as limite de l'empathie pour Eddie Brock, qui se confirme encore plus dans le tome 2. Il commence à te développer la relation avec Venom, comme quoi sans lui il est rien, tout ça. Ça va plus loin dans le tome 2, je vais en parler. Et c'est tellement intelligent. Il te balance pas des idées comme ça en mode au pif. Tout est ciselé, c'est parfait. De base, je vous en parle parce que j'ai lu le tome 2. Mais on peut pas parler du tome 2 sans parler du tome 1. Le tome 2, il est vachement plus posé et vachement plus dans la psychologie. Il y a une grosse ellipse entre le tome 1 et le tome 2. Et en fait, Eddie est amnésique. Et il se fait interroger de manière assez violente par quelqu'un. Et tu apprends ce qui s'est passé dans cette ellipse, dans ce blackout. Et il s'est passé beaucoup de choses. Notamment, il développe des axes. Alors là, par contre, je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça. Des axes familiaux. Il t'explique la relation avec son père, qui a eu des problèmes dans sa jeunesse et tout. Et c'est un gros pilier de ce tome-là. C'est un gros pilier sur les sentiments d'Eddie Brock vis-à-vis de Venom et vis-à-vis d'autres choses. Et en fait, ce qui m'a un peu perturbé, c'est que t'as limite une relation d'amour qui est développée entre Eddie et Venom, mais de l'amour, entre l'amour fraternel et l'amour avec ton partenaire amoureux. C'est un peu bizarre. Les dessins de Ryan Stegman sont toujours aussi ouf, c'est un pur plaisir à regarder. Vraiment, tu ne te lasses pas des pages une seule seconde. Et je sais pas vous, mais je sais que j'ai tendance à estimer un bon comics en me disant, est-ce que ça pourrait faire une bonne adaptation ? Pour savoir si c'est bankable pour le cinéma. Et je pourrais totalement voir ces deux tomes dans un film, quoi. Et c'est trop fort, Donny Cates, le boss. Je sais pas si le tome 3 vaut vraiment le coup, vu que c'est que des one-shots à l'intérieur que j'ai vu, c'est pas la suite directe de la série. À voir comment ça se noue et comment Panini va faire les découpages ensuite dans les prochaines éditions. Même si on a toujours un peu peur avec Panini, on va pas se mentir. Ok, on enchaîne avec la VO. Avec un truc, alors, je suis un peu divisé. On va parler du numéro 1 de Man-Bat. Déjà, trop cool, ils font une série Man-Bat. Un truc qu'on n'aurait jamais pensé voir. Il y a une série Man-Bat. J'aimerais qu'ils en fassent sur beaucoup plus de persos. Et j'espère qu'avec Infinite Frontier, ça va quand même un peu plus développer le truc. Parce que ça manque, ce genre de série, sur des persos qu'on voit pas vraiment, à part pour se faire casser la gueule par Batman, t'as vu. Parce qu'il mérite pas ça. Il mérite un peu plus, je pense. Alors déjà, ce qui m'a fait rire, c'est que dès le début, t'as des astérix sur les bords des pages en mode « Alors, tous les événements de cette série se passent avant Death Metal Je vais vous le retrouver, parce que vraiment... Ça montre à quel point l'édito d'ici est chaotique, quoi. J'ai vu le truc, ça m'a fait rire, j'étais en mode non, ils en sont rendus à faire ça, quoi. Voilà, donc on arrive sur cette page-là avec le dessin de Sumit Kumar qui est absolument incroyable, et tu as ce petit rectangle en dessous. Et je cite, cette histoire se passe avant les événements de Metal et de Justice League Dark. Donc en fait, l'édito de DC est dans une PLS totale, parce qu'ils sortent cette série après, alors que ça se passe avant, enfin... Est-ce que c'est pas une des preuves de plus que, genre, là-haut, dans les bureaux de DC, c'est la merde? Alors, c'est cool parce que, encore une fois, c'est un truc qu'un nouveau lecteur pourrait prendre. Les origines de Man-Bat sont expliquées, qui est Landstrom, le sérum et tout. Et en fait, on arrive à un moment où le mec est addict au sérum, et Batman le capture parce que il a voulu faire le bien. Il y a eu des dommages collatéraux énormes, il y a des gens qui sont blessés, enfin, c'est un enfer. En fait, tout le long, c'est la descente aux enfers du mec. Sa femme le quitte parce que il arrive pas à se détacher de Man-Bat. Batman lui fait prendre conscience que le mec est juste un danger public, et à la fin il s'échappe, et t'as juste un teasing de quelques pages de Man-Bat qui serait recruté par Amanda Waller dans la Suicide Squad. La série dure 5 épisodes, je crois. Ça me fait chier si ça dure 2 épisodes, 2-3. Parce que je suis en mode, bah si j'ai envie de lire du Suicide Squad, bah je prends la série Suicide Squad. Là j'ai envie de voir Man-Bat, j'ai envie de le voir faire des trucs. Si c'est pour le revoir en équipe avec quelqu'un d'autre, je m'en fous. Comme c'est marqué dedans, il est déjà dans Justice League Dark, donc on sait très bien qu'il va pas finir avec eux. Je pense qu'il y aurait eu des trucs plus intelligents à faire, et j'espère que ça va pas durer très longtemps. Je veux dire, si ça dure que le numéro 2, c'est ok. Mais si ça dure plus longtemps... Mais je veux dire, c'est plus pour l'initiative de faire une série sur le perso que j'ai pris le numéro. J'ai pas de grosse attente pour la série, et j'ai aussi pris, j'avoue, pour les dessins de Sumit Kumar. Donc Sumit Kumar qui a fait 10 Savage Shores qui reste sorti chez iComics. Ok, on va enchaîner. Alors ça, c'est le tout premier truc que j'ai lu au mois de février. Donc ça remonte. Mais je m'en souviens, c'est le TP Undiscovered Country. Ce TP là, c'est la copie conforme de ce qui est sorti chez Delcourt dans le tome 1. Voilà, donc c'est la même chose. J'ai lu ça et j'ai enchaîné TRX, donc j'étais dans une période Amérique, je sais pas pourquoi. Le pitch me chauffait beaucoup, et quand je l'ai lu, j'étais un peu déçu. Enfin,
C'est une très bonne série, attention, mais mes attentes se sont consolidées et la série n'a pas spécialement apporté les choses que j'aurais aimé voir moi, comme toujours. Ça veut pas dire que la série est nulle objectivement. Dans Discovered Country, on suit, donc on est dans un futur dystopique où les États-Unis sont cloîtrés dans des murs. Et ça fait des années qu'il n'y a pas eu de contact avec l'extérieur, qu'ils font leur vie et que le reste du monde fait sa vie. Il y a une pandémie mondiale qui décime la population, et un jour, les autorités européennes reçoivent un message vidéo qui provient des États-Unis, d'un mec, d'un médecin qui dit qu'il aurait trouvé le vaccin contre la maladie et qu'il invitait un groupe à venir aux États-Unis pour récupérer le truc. Par A plus B, il y a un groupe qui se monte et ils y vont, et en fait, par-delà le mur, tu trouves un monde full pompé sur Mad Max. C'est 100% ça. C'est du post-apo pur jus, je vous montre quelques pages là. Il y a plein de concepts extrêmement what the fuck que je peine à m'expliquer. Notamment, il y a beaucoup de mutations sur les animaux. Et la plupart des véhicules sont tractés par des bestioles mutées. Notamment, t'as des... Alors, je crois t'as des écrevisses géantes. Des trucs vraiment incompréhensibles, quoi. T'as un gros travail au niveau des couleurs qui donne une ambiance. Par exemple, le vaisseau du méchant principal, le truc, c'est un clavier Razer. Tu comprends rien ce qui se passe. Et donc, je vous disais, il y a plein de concepts qui sont très étranges, qui font partie de ce monde post-apo. Je vais pas vous le révéler parce que faut le découvrir sur le moment, tu comprends pas. C'est une série qui, je pense, va durer un moment, parce qu'il y a énormément de trucs mis en place. Alors par contre, quand je l'ai présenté dans la vidéo achat, il y a un mec qui a laissé un commentaire qui m'a beaucoup intrigué, où il disait qu'à telle page, il croyait avoir trouvé une erreur de dessin. Et je crois qu'il a raison. Il y a une erreur de dessin dans la série, ce qui est quand même assez incroyable. Il y a un moment dans la série où le groupe de persos se divise en deux. T'as un gars et une fille qui vont de leur côté, et l'autre groupe reste là où il est. Et en fait, la fille qui part, elle est encore dessinée avec le groupe. Les gens qui ont lu, peut-être que vous retrouverez, c'est dans l'issues numéro 3, je crois. Non. Putain, je suis con. C'est dans le numéro 4. C'est assez incroyable comme erreur de dessin, je comprends pas que ça soit passé à travers autant d'échelons, de contrôle. Enfin, c'est une très bonne série dystopique, ça mêle plein de concepts déjà connus, c'est assez sympa. Ça réinvente rien, clairement. En tout cas, dans ces premiers numéros-là, ça invente rien de spécial. On est dans un monde extrêmement chaotique. Et puis, c'est un peu la même chose que ce que je disais dans Terre X. Ça reprend plein de concepts propres à l'idée de l'Amérique en l'adaptant à ce monde de chaos total apocalyptique. Après, moi, j'aime beaucoup le post-apo, donc je suis un client un peu facile, mais justement, les scénaristes ont assez tendance à être un peu flemmards là-dessus et à ne pas spécialement réinventer leur monde, tu vois. Encore plus quand c'est Snyder qui scénarise. Il n'y a pas que lui, il y a Charles Soules aussi. D'ailleurs, j'ai pas cité le dessinateur, je crois, il y a Giuseppe Camuncoli dedans. Ça a été fignolé par Daniele Orlandini et Leonardo Marcello Grassi. Putain, le comics de la mafia italienne, quoi. Mais en tout cas, rien que pour les visuels et les décors qui claquent sa mère, ça vaut le coup. Ah. Bon, on va finir avec un truc... Je sais pas dire si c'est une déception, sachant que j'en attendais pas grand chose. Parlons de Hellblazer Rise and Fall, si vous voulez bien. Donc Rise and Fall, série en 3 numéros, donc ça c'est la fin. Série en 3 numéros du Black Label. J'avais dit dans la vidéo achat que j'en avais vraiment pas beaucoup d'attentes, parce que en 3 numéros, t'as le temps de rien faire. Et j'avoue que, à mon sens, le Black Label n'a jamais rempli les conditions qu'on lui avait posées, et j'ai jamais eu d'attente. Je veux dire, c'est un truc où voilà, tu le lis sur le moment, mais comme beaucoup de choses dans le Black Label, ça y compris, je pense que c'est pas un truc dont on va se rappeler très longtemps. Voilà, ça va exister, mais clairement ça n'a pas la même valeur que des runs comme Garcenis ou quoi. Donc dans le premier numéro, on retourne dans l'enfance de Constantine. Il était avec un copain et une copine, et ils ont joué avec un livre de magie, et ils ont invoqué un démon, et son copain est mort. Donc le temps va passer, Constantine va devenir adulte, et va devenir le Constantine qu'on connaît. Il va retrouver la copine en question à l'époque, parce que il se passe des choses en lien avec ce qu'ils ont fait quand ils étaient enfants. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Le dessin est très joli. Ça, c'est incontestable. J'avoue que ce run m'a laissé assez indifférent. Ok, c'est Tom Taylor, mais c'est pas le meilleur truc de Tom Taylor à mon sens. Et aussi, je vous avais parlé, je sais plus où je l'ai acheté, j'ai pas de cardboard et ça me fait extrêmement chier. Parce que j'ai pas envie d'en acheter un paquet carré juste pour un. Vraiment, c'est chiant. On note que le format carré extrêmement grand est incroyablement plaisant. Pourquoi ils le font pas sur tout? Vraiment, je me pose la question. Voilà les dessins en question, vraiment, c'est magnifique. Hein. Bon, évidemment, on retrouve le Constantine désabusé qu'on connaît et qu'on aime. L'histoire n'est pas spécialement incroyable. Comme je vous le disais, je pense pas qu'on s'en rappelle très longtemps. Et au final, je peux même te dire qu'il y a des trucs qui m'ont mis un peu mal à l'aise. Notamment, le diable, le diable Satan, tout ça. Le personnage est très présent dans la série. Et Constantine est désabusé. Et il y a beaucoup de scènes un peu malaisantes entre lui et le diable, genre comme ça, tu vois. Et c'est des trucs qui, je sais pas, ça me met un peu mal à l'aise. Je suis en mode, bah... Après, voilà, la résolution est très sympa, c'est un bon coup d'un soir, ouais, comme je vous avais dit dans la vidéo. C'est un truc que tu lis un jour et puis tu le ranges, et de temps en temps, quand quelqu'un te demande de lire du Constantine, bah tu lui passes ça, puis voilà. Mais à mon sens, ça va pas plus loin. Putain, c'est fatigant de parler. Voilà pour toutes mes lectures de ce mois et demi, du coup. Dites-moi vous ce que vous avez lu depuis la dernière fois, si vous avez revu des choses intéressantes, si vous avez commencé des gros pavés. Il y a encore des gros bouquins à lire, hein, c'est chiant. Moi, vous voyez que ma palle qui est ici, elle est encore bien remplie, il va falloir que je me speed un peu. Parce que c'est bien d'acheter des comics, mais faut les lire. En vrai, si je regarde, je pense que mon ratio d'achat est beaucoup plus élevé par rapport à mon ratio de lecture.
Mais bon, ça fait plaisir, c'est la vie, c'est la passion, on aime ça. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, merci à tous de me consacrer votre temps, ça me fait infiniment plaisir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo, la vidéo achat probablement. Ciao.